Persuasion de Jane Austen, chapitre 8. À dater de ce jour, le capitaine et Anna se trouvèrent souvent ensemble. Ils dînèrent chez M. Musgrove car la santé de l'enfant ne pouvait pas servir plus longtemps de prétexte à sa tante. Le passé devait sans doute se présenter souvent à leur mémoire. Dès le premier soir, la profession du capitaine l'amena à dire « en telle année »,« avant d'embarquer », etc. Sa voix ne tremblait pas, mais Anna était sûre qu'elle était associée à son passé. Autrefois, ils étaient tout l'un pour l'autre, maintenant plus rien. Ils ne se parlaient pas, eux qui autrefois au milieu de la plus nombreuse réunion eussent trouvé impossible de ne pas se parler. Jamais, à l'exception de l'amiral et de sa femme, on n'eût trouvé deux cœurs aussi unis qu'ils l'étaient autrefois. Maintenant, ils étaient moins que des étrangers l'un pour l'autre. Quand Frédéric parlait, c'était pour elle la même voix, le même esprit. Ceux qui l'entouraient, étant très ignorants des choses de la marine, lui faisaient 1000 questions. Les Miss Musgrove étaient tout oreilles lorsqu'il décrivait la vie à bord, les repas, les occupations de chaque heure, et leur surprise en apprenant les arrangements et l'installation d'un navire faisait surgir quelques plaisantes réponses qui rappelaient à Anna le temps où elle était elle-même ignorante de ces choses. Elle aussi avait été plaisantée pour avoir cru qu'on vivait à bord sans provisions, sans cuisinier ni domestique, et qu'on n'avait ni cuillère ni fourchette. Un soupir de Madame Musgrove l'éveilla de sa rêverie. « Ah, mademoiselle, lui dit-elle tout bas, si le ciel m'avait conservé mon pauvre fils, il serait un autre homme aujourd'hui. » Anna réprima un sourire et écouta patiemment Madame Musgrove qui continuait à soulager son cœur. Quand elle put donner son attention à ce qui se faisait autour d'elle, elle vit que les Miss Musgrove avaient apporté la liste navale pour y chercher les noms des navires que le capitaine avait commandés. « Votre premier navire était l'Aspic. Vous ne le trouverez pas ici, il a été usé et démoli. J'ai été son dernier capitaine, alors qu'il était presque hors de service. Je fus envoyé avec lui aux Indes orientales. L'amirauté s'amuse à envoyer de temps en temps quelques centaines d'hommes en mer dans un navire hors de service, mais comme elle en a beaucoup à surveiller, parmi les 1000 navires qui peuvent sombrer, il s'en trouve quelquefois un qui est encore bon. »« Bah !» s'écria l'amiral. « Quelle sornade débitent ces jeunes gens. On ne vit jamais un meilleur sloop que l'Aspic dans son temps. Vous n'auriez pas trouvé son égal à ce vieux sloop. Frédéric a été un heureux garçon de l'avoir. Il fut demandé par 20 personnes qui le méritaient mieux que lui. Heureux garçon de réussir si vite avec si peu de protection. »« Je compris mon bonheur, amiral, je vous assure, répondit Wentworth avec un grand sérieux. J'étais aussi content que vous pouvez le désirer. J'avais dans ce temps-là un grand motif pour m'embarquer. J'avais besoin de faire quelque chose. » Vous avez raison. Qu'est-ce qu'un jeune homme comme vous pouvait faire à terre pendant 6 grands mois? Si un homme n'est pas marié, il faut qu'il retourne bien vite en mer. « Capitaine Wentworth, dit Louisa, vous avez dû être bien vexé en montant sur l'Aspic de voir quel vieux navire on vous avait donné. »« Je savais d'avance ce qu'il était, dit-il en riant. Je n'avais pas plus de découverte à faire que vous n'en auriez pour une vieille pelisse prêtée à vos connaissances de temps immémorial et qui vous serait enfin prêtée à vous-même un jour de pluie. Ah, c'était mon cher vieil Aspic, il faisait ce que je voulais. Il savait que nous coulerions à fond ensemble ou qu'il ferait ma fortune. Je n'ai jamais eu avec lui 2 jours de mauvais temps, et après avoir pris bon nombre de corsaires, j'eus le bonheur d'accoster. L'été suivant, la frégate française que je cherchais, je la remorquai à Plymouth. Par une autre bonne chance, nous n'étions pas depuis 6 heures dans le Sund qu'un vent s'éleva qui aurait achevé notre pauvre Aspic. Il dura 4 jours et 4 nuits. 24 heures plus tard, il ne serait resté du vaillant capitaine Wentworth qu'un paragraphe dans les journaux, et son navire n'étant qu'un sloop, personne n'y aurait fait attention. Anna frémit intérieurement, mais les Miss Musgrove purent exprimer librement leur pitié et leur horreur. C'est alors sans doute, dit Madame Musgrove, la voix basse, qu'il prit le commandement de la Laconia et prit à bord notre pauvre cher fils. Charles, demandez au capitaine où il prit votre frère, je l'oublie toujours.
Ce fut à Gibraltar, ma mère, Dick y était resté malade avec une recommandation de son premier capitaine pour le capitaine Wentworth. Oh, dites-lui qu'il ne craigne pas de nommer le pauvre Dick devant moi, car ce sera plutôt un plaisir d'entendre parler de lui par un si bon ami. Charles, sans doute moins tranquille sur les conséquences, répondit par un signe de tête et s'éloigna. Les jeunes filles se mirent à chercher la Laconia, et le capitaine se donna le plaisir de la trouver lui-même, ajoutant que c'était un de ses meilleurs amis. Ah, c'était de bons jours quand je commandais la Laconia. J'ai gagné bien de l'argent avec elle. Mon ami et moi, nous fîmes une si belle croisière aux Indes occidentales. Pauvre Harville. Vous savez, ma sœur, qu'il avait encore plus besoin d'argent que moi. Il était marié, l'excellent garçon. Je n'oublierai jamais combien il fut heureux à cause de sa femme. J'aurais voulu qu'il fût là l'été suivant quand j'eus le même bonheur dans la Méditerranée. Ce fut un beau jour pour nous que celui où vous fûtes nommé capitaine de ce navire, dit madame Musgrove. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait. L'émotion lui coupait la voix, et Wentworth, qui n'entendait qu'à demi et ne songeait nullement à Dick, attendait la suite avec surprise. « Maman pense à mon frère Richard, » dit Louisa à voix basse. « Pauvre cher enfant, » continua madame Musgrove. « Il était devenu si rangé, si bon sous vos ordres, et nous écrivait de si bonnes lettres. Ah, plût à Dieu qu'il ne vous eût jamais quitté. » En entendant cela, une expression fugitive traversa la figure de Wentworth. Un pli de sa bouche et un certain regard convainquirent Anna qu'il n'était pas de l'avis de madame Musgrove et qu'il avait eu probablement quelque peine à se débarrasser de Dick, mais ce fut si rapide qu'elle seule s'en aperçut. Un instant après, il était sérieux et maître de lui. Il vint s'asseoir à côté de madame Musgrove et causa de son fils avec une grâce naturelle qui témoignait de sa sympathie pour tout sentiment vrai. Anna était assise à l'autre coin du divan, séparée de lui par la vaste corpulence de madame Musgrove, plus faite pour représenter la bonne humeur et la bonne chair que la tendresse et le sentiment, et tandis qu'Anna s'abritait derrière elle pour cacher son agitation, la façon dont le capitaine écoutait les doléances de madame Musgrove et ses larges soupirs n'était pas sans mérite. Le chagrin n'est pas nécessairement en rapport avec la constitution. Une grosse personne a aussi bien le droit d'être affligée profondément que la plus gracieuse femme. Néanmoins, il y a des contrastes que la raison admet, mais qui froissent le goût et attirent le ridicule. L'amiral, après avoir fait quelques tours dans la chambre, les mains derrière le dos, s'approcha de Wentworth, et tout à ses propres pensées, il lui dit, sans s'occuper s'il l'interrompait, « Si vous aviez été une semaine plus tard à Lisbonne, Frédéric, vous auriez eu à bord Lady Mary Grierson et ses filles. Je suis heureux alors de n'avoir pas été là. » L'amiral le plaisanta sur son manque de galanterie. Il se défendit tout en déclarant qu'il n'admettrait jamais une femme à son bord si ce n'est pour un bal ou en visite. Ce n'est point faute de galanterie, dit-il, mais par l'impossibilité d'avoir dans un navire le confortable nécessaire aux femmes et auquel elles ont droit. Je ne puis souffrir d'avoir une femme à bord, et aucun navire commandé par moi n'en recevra jamais. Sa sœur s'écria. « Ah, Frédéric, est-ce vous qui dites cela? Quel raffinement inutile! Les femmes sont aussi bien à bord que dans la meilleure maison d'Angleterre. Je ne sais rien de supérieur aux arrangements d'un navire. Je déclare que je n'ai pas plus de confortable à Kellynch que dans 5 navires que j'ai habités. » « Il n'est pas question de cela, dit Frédéric. Vous étiez avec votre mari, la seule femme à bord. Mais vous avez bien pris de Portsmouth à Plymouth madame Harville, sa sœur, sa cousine et 3 enfants. Où était donc alors votre super fine et extraordinaire galanterie? Absorbée dans mon amitié, Sophie. Je voulais être utile à la femme d'un collègue et j'aurais transporté au bout du monde tout ce qu'Harville aurait voulu. Mais croyez bien que je regardais cela comme une chose fâcheuse. Mon cher Frédéric, ce que vous dites ne signifie rien. Que deviendrions-nous, nous autres pauvres femmes de marins, si les autres pensaient comme vous? Cela ne m'empêcha pas, comme vous le voyez, de conduire madame Harville et sa famille à Plymouth. Mais je n'aime pas vous entendre parler comme un beau gentilhomme s'adressant à de belles ladies. Nous n'avons pas la prétention d'être toujours sur l'eau douce.
Ah, ma chère, dit l'amiral, quand il aura une femme, il parlera autrement. Si nous avons le bonheur d'avoir une autre guerre, il fera comme nous, et sera reconnaissant qu'on lui amène sa femme. Je me tais, dit Wentworth, puisque les gens mariés m'attaquent. Ah, je penserai autrement quand je serai marié. Eh bien non. On me répond si, je n'ai plus rien à dire. Il se leva et s'éloigna. Vous avez dû voyager beaucoup, dit madame Musgrove à madame Croft. Oui, madame. Pendant les 15 premières années de mon mariage, j'ai traversé 4 fois l'Atlantique, j'ai été aux Indes orientales, sans compter différents endroits voisins de l'Angleterre. Cork, Lisbonne, Gibraltar, mais je n'ai jamais été au-delà des tropiques ni dans les Indes orientales, car je n'appelle pas de ce nom Bermudes ou Bahamas. Madame Musgrove, qui ne connaissait pas un seul de ces noms, n'eut rien à répondre. Je vous assure, madame, dit madame Croft, que rien ne surpasse les commodités d'un navire de guerre. J'entends celui d'un rang supérieur. Le plus heureux temps de ma vie a été à bord. J'étais avec mon mari, et grâce à Dieu, j'ai toujours eu une excellente santé. Aucun climat ne m'est mauvais. Je n'ai jamais connu le mal de mer. La seule fois que j'ai souffert fut l'hiver que je passais seul à Deal, quand l'amiral était dans les mers du Nord. N'ayant pas de nouvelles, je vivais donc de continuelles craintes et je ne savais que faire de mon temps. Oui, répondit madame Musgrove, rien n'est si triste qu'une séparation. Je le sais par moi-même. Quand monsieur Musgrove va aux assises, je ne suis tranquille que quand il est revenu. On dansa pour terminer la soirée. Anne offrit ses services et fut heureuse de passer inaperçue. Ce fut une joyeuse soirée. Le capitaine avait le plus d'entrain de tous. Il était l'objet des attentions et des déférences de tout le monde. Louise et Henriette semblaient si occupées de lui que, sans leur amitié réciproque, on eût pu les croire rivales. Quoi d'étonnant s'il était un peu gâté par de telles flatteries. Telles étaient les pensées d'Anna, tandis que ses doigts couraient machinalement sur le piano. Pendant un moment, elle sentit qu'il la regardait, qu'il observait ses traits altérés, cherchant peut-être à y retrouver ce qui l'avait charmé autrefois. Il demanda quelque chose. Elle entendit qu'on lui répondait. « Oh non, elle ne danse plus, elle préfère jouer, elle n'est jamais fatiguée. » Elle avait quitté le piano, il prit sa place, essayant de noter un air dont il voulait donner une idée aux Miss Musgrove. Elle s'approcha par hasard. Alors il se leva et avec une politesse étudiée, « Je vous demande pardon, mademoiselle, c'est votre place. » Et malgré le refus d'Anna, il se retira. Elle en avait assez. Cette froide et cérémonieuse politesse était plus qu'elle n'en pouvait supporter.